Vaut-il mieux tracer une VSM en suivant le flux ou en le remontant? Ça n'est pas une majorité, mais on lit dans certains livres, on entend certains experts recommander qu'il vaut mieux tracer une cartographie VSM en remontant le flux d'aval en amont, plutôt que de suivre le flux d'amont en aval. Que penser de ces différents avis? Vaut-il mieux tracer une VSM en suivant le flux ou en le remontant? Je vous propose d'explorer les avantages et inconvénients de chaque approche, puis je partagerai mes commentaires et préférences. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Pour commencer une considération générale, décrire ce que l'on fait, un système ou un processus, séquentiellement, dans l'ordre d'exécution, est une pratique normale, entre guillemets, courante, familière et quasi naturelle. Les modes opératoires, les procédures sont rédigées dans l'ordre chronologique d'exécution afin que l'on puisse suivre et exécuter les tâches dans le bon ordre, respecter les différentes étapes. Imaginez un livre de cuisine qui commence par le plat terminé et décrit à rebours toutes les phases de la recette pour aboutir aux matières premières, aux légumes non épluchés et encore plein de terre. Je ne prédis pas un grand succès de vente à l'auteur et peu de succès culinaire à qui suivrait ces recettes écrites à l'envers. Un processus qu'il faudrait vérifier avec une procédure qui irait de la fin vers le début serait un exercice qui présenterait certainement quelques difficultés pour la plupart des individus. Sans disposer de données à ce propos, je présume que la vaste majorité des personnes sont plus à l'aise à décrire, à parcourir ou à étudier un processus dans le sens du flux plutôt qu'à rebours. Si vous validez ce postulat et que vous êtes pressé, vous pouvez simplement mettre un pouce levé à cet épisode, retenir qu'il vaut mieux cartographier dans le sens du flux et vaquer à des occupations qui feront meilleur usage de votre temps précieux. Si toutefois vous souhaitez vous faire une idée sur l'approche alternative, restez avec moi. Nonobstant ce qui a été exposé précédemment, avant de répondre à la question vaut-il mieux tracer une VSM en suivant le flux ou en le remontant, et de manière générale avant de vouloir tracer une telle cartographie, il faut être clair sur l'objectif de cet exercice. Il y a en gros 3 objectifs pour lesquels une analyse de processus est engagée. Premièrement, découvrir un processus inconnu ou mal connu. Deuxièmement, contrôler la conformité du processus par rapport à un standard, par rapport à une norme. Et troisièmement, résoudre un problème ou chercher à améliorer le processus. Si l'objectif est la découverte d'un processus inconnu ou mal connu, par définition, lorsque l'on découvre un processus, la connaissance préalable à son sujet est nulle ou faible. Que l'on soit un consultant externe ou interne, cet exercice est le plus souvent accompagné par un guide interne qui connaît au moins partiellement le processus en question. Suivre le flux permet à ce guide d'expliquer la succession des opérations dans un sens logique et naturel. Un sens également propice à la découverte pour la plupart des cartographes découvreurs. En suivant le flux, les explications du guide seront plus fluides et mieux structurées. Globalement, la visite peut se faire plus rapidement. Si le consultant ou l'expert demande à remonter le flux, il met son guide dans une situation contre-intuitive et peu courante. Cet expert peut avoir ses raisons à agir ainsi, mais cela peut totalement perturber, désarçonner le guide qui peut perdre une partie de ses moyens. C'est peut-être fait à dessein, mais comme je ne pratique pas de cette manière, je ne peux qu'émettre des suppositions. Remonter le flux risque d'être plus lent dans la mesure où le guide doit réfléchir à l'envers pour présenter ou commenter les opérations. C'est potentiellement également une source d'erreur et d'oubli. Si l'objectif est de contrôler la conformité du processus, cet objectif peut se subdiviser en 2 sous-cas, le contrôle intégral ou le contrôle partiel. Comme il s'agit d'un audit, c'est-à-dire le contrôle de conformité par rapport à un référentiel, la connaissance préalable du processus par l'auditeur est indifférente. En effet, ce qui importe, c'est le contrôle de conformité. La personne guide est une aide précieuse qui peut se révéler utile, voire précieuse. Pour l'auditeur comme pour la personne guide, aller dans le sens du flux est logique et naturel. Les explications du guide seront très probablement plus fluides et mieux structurées.
En outre, si l'on se base sur des procédures, des modes opératoires, des instructions, aller dans le sens du flux permet de suivre les étapes décrites séquentiellement dans les différents documents. La fluidité est un gage de rapidité pour comprendre, pour vérifier. Éventuellement, le temps gagné peut être investi en approfondissement ou en vérification complémentaire. Si l'auditeur demande à remonter le flux, c'est peu courant, certainement troublant pour l'accompagnateur, et cela oblige à lire les procédures à l'envers. C'est certainement plus lent, moins efficace, du moins jusqu'à ce que l'auditeur développe son aisance à remonter les flux. Son guide ou ses accompagnateurs pourraient malgré tout se révéler être des freins, car pour eux l'exercice n'est pas habituel. Remonter le flux dans le cadre d'un audit est alors plutôt à réserver à l'auditeur qui vérifie seul ou avec peu de besoin d'assistance. Si le contrôle de conformité se limite à certains points du processus, l'argumentation autour de la séquence des opérations n'a plus réellement de sens et l'on peut se permettre de papillonner de point de contrôle à point de contrôle. De ce fait, suivre le flux ou le remonter est indifférent. Vous pouvez objecter que dans le cadre d'un audit, d'une vérification de conformité, tracer une cartographie value stream mapping n'est pas nécessaire, pas courant, etc. C'est très certainement vrai dans de nombreux cas, mais dans le cadre d'une qualification de fournisseur, d'un audit de capacité et d'autres cas, il est probable que l'auditeur agrémente son audit d'une cartographie. Personnellement, je le fais, même si la cartographie reste sommaire, mais cela permet de noter quelques points particuliers et notamment de localiser mes points d'étonnement. Si l'objectif est de résoudre un problème ou chercher à améliorer le processus, c'est le troisième cas d'usage que j'entrevois pour établir une cartographie VSM, et c'est peut-être le plus courant, la résolution d'un problème ou la recherche d'amélioration. La connaissance du processus peut être nulle à faible, notamment si c'est un consultant externe ou un expert du central qui est à la manœuvre, par exemple. Cette connaissance ou cette familiarité du processus peut être moyenne ou forte pour les participants à l'exercice, que je présume est réalisé le plus souvent en groupe de travail. Procéder dans le sens du flux va paraître logique et naturel, et surtout permettre à tous les participants de suivre plus aisément les explications. Ce sera certainement plus rapide qu'en remontant le flux. Si on remonte le flux, c'est une pratique peu courante, contre-intuitive et qui peut totalement désarçonner certains participants. Cela oblige à réfléchir et peut révéler des points que le récit habituel dans le sens du flux occulte. C'est donc potentiellement un avantage. Remonter le flux sera néanmoins probablement plus lent, plus laborieux et potentiellement générateur d'oubli et d'erreurs. En première synthèse, si je résume, quel que soit l'objectif de la cartographie, suivre le flux présente l'avantage de la facilité par le respect des séquences, la logique, le sens naturel, tant pour le visiteur que le cartographe ou l'accompagnant. Du point de vue pratique, on trace la cartographie de gauche à droite au fur et à mesure. Au rang des inconvénients, je vois un moindre étonnement quant à la succession des étapes, on sait ce qui suit et le guide récite en quelque sorte la procédure. Cela amène une certaine acceptation de ce qui existe comme étant normal et peut amoindrir le sens critique. À l'inverse, la remontée du flux peut générer davantage de points d'étonnement à la découverte des étapes. Mais cela ne se fait pas sans difficulté et risque, notamment le fait que cette approche est totalement contre-intuitive, qu'il est plus difficile de garder le fil et plus difficile pour le guide de présenter le processus. Le risque d'erreur et d'oubli pourrait être plus important, notamment l'omission de détails techniques, de contraintes internes au procédé ou au processus. Notez que je n'emploie jamais l'anglicisme « process » justement pour bien faire la différence entre procédé et processus. Finalement, cela oblige à tracer la cartographie de droite vers la gauche, pas vraiment pratique. Dans les explications des promoteurs de la remontée du flux dans la littérature, on peut trouver des arguments mis en avant en faveur de cette approche. En premier, se focaliser sur le besoin du client, partir du client. En fait, le déclencheur des opérations est en principe la commande qui exprime les besoins et les attentes du client. Je ne vois pas bien comment, en partant de la réception de la commande chez le client, on se focalise mieux sur ses besoins. Les explications qui tentent de convaincre qu'en commençant par le client final et en remontant le flux
que cela aide à bien comprendre ces exigences et à adapter les processus en conséquence, que cette approche garantit que les efforts d'amélioration sont orientés vers la satisfaction des besoins réels, me semble n'être que des déclarations, dont on peut se demander si les personnes qui les émettent connaissent le sujet, des déclarations qui ne sont pas étayées par une démonstration rationnelle. On entend ou on lit également qu'en partant de la fin du flux, il est plus facile de repérer les étapes qui n'apportent pas de valeur au client et d'éliminer ou de réduire les gaspillages plus rapidement. J'admets que l'on s'étonne certainement davantage en remontant le flux, mais attention, les opérations qui semblent inutiles peuvent être liées à des contraintes techniques, organisationnelles, à des exigences normatives ou réglementaires, etc. Autre élément mis en avant pour la faveur de la remontée du flux, la révélation des contraintes. En remontant le flux, les goulots d'étranglement et ou les blocages qui retardent le flux de production ou de service apparaissent plus clairement puisqu'ils empêchent l'approvisionnement des étapes ultérieures du processus. Je valide cet argument, mais en même temps, on peut voir les goulots et blocages de la même manière en suivant le flux. L'argumentation de la réduction du lead time, en partant de la demande client, on peut identifier rapidement les délais d'attente et les stocks en excès, ce qui permet d'optimiser le flux global et réduire le temps de cycle total. Cet argument est la raison d'être ou de procéder à une analyse du flux de valeur. Cet argument reste vrai quel que soit le sens de progression lors du tracé de la cartographie. Donc il n'y a pas vraiment d'avantage que ce soit fait dans le sens du flux ou en le remontant. L'argument du flux tiré, l'argument est le suivant. Cette méthode qui consiste à remonter le flux correspond à l'approche flux tiré, où la production est tirée par la demande plutôt que poussée par les prévisions. Et donc en remontant le flux, on peut facilement ajuster le processus pour qu'il réponde aux véritables demandes des clients au lieu de produire à l'avance et de créer des stocks inutiles. Mais ce n'est pas parce que l'on va cartographier un flux existant en suivant séquentiellement le processus que l'on favorise la logique des flux poussés. La cartographie de l'état actuel, ce que l'on fait en traçant une VSM, ne crée pas le flux, mais se contente de le décrire. Il me semble qu'il y a là une confusion entre la description de l'existant, son analyse et une proposition d'état futur. Ce dernier relève d'une cartographie distincte, que l'on appelle généralement Value Stream Design. Quelques avertissements quant à la remontée du flux que l'on peut trouver dans la littérature ou dans les recommandations. La première, c'est la nécessité d'une bonne connaissance des opérations en amont. Comme déjà mentionné, le risque d'omission ou d'erreur est important si l'on ne connaît pas les opérations en amont. Certaines dépendances critiques entre les étapes peuvent être sous-estimées ou mal comprises. Deuxième avertissement, attention à l'obsession de la valeur pour le client. Cette trop grande concentration sur les besoins du client peut conduire à négliger certains aspects techniques ou certaines contraintes internes des processus, comme par exemple certaines étapes essentielles pour assurer la qualité ou la conformité qui peuvent apparaître inutiles du point de vue du client mais qui sont cruciales en réalité. Autre avertissement, ne pas négliger la difficulté de cette approche contre-intuitive. Ce raisonnement à l'envers peut représenter une vraie difficulté pour certains acteurs, notamment ceux qui travaillent en production ou plus généralement dans ce que l'on appelle les opérations. Ces personnels sont habitués au flux dans le sens de la production et travaillent en permanence du fournisseur vers le client. Au terme de cette revue que j'essaye de présenter équilibrée, quelle est ma propre préférence, ma pratique? Eh bien, je n'ai jamais cartographié de processus en remontant le flux. Ce serait une double difficulté, pour moi et pour les personnes qui me guident. Sans vouloir faire injure à quiconque, je trouve qu'il y a déjà suffisamment peu de personnes capables de décrire correctement, logiquement et sans se perdre les opérations qui leur sont familières. En partie, ces maladresses compréhensibles proviennent du désir de bien faire, de faire bonne impression, qui font perdre un peu les moyens à celles et ceux qui sont un peu habitués à l'exercice. Et puis il y a le côté impressionnant d'un visiteur externe qui peut être perçu comme un inquisiteur ou un juge. Donc remonter le flux serait, à mon sens, imposer une difficulté inutile. Clairement, ma préférence va dans le sens logique du flux. Vous êtes bienvenus de partager vos expériences et commentaires ainsi que votre appréciation quant à cet épisode.
J'ai investi une part significative de mon temps personnel précieux pour réaliser et vous offrir cette vidéo. Par conséquent, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Voyez le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.